Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, c'est Radio Ma'arif qui reprend, ce sont les podcasts Histoire avec Mustafa Kadeli qui arrive, l'homme que l'on ne présente plus, souple sur ses appuis, le verbe précis et la langue acérée, c'est bien ça? Bonjour, ravi d'être parmi vous de nouveau, c'est reparti pour une belle saison espérons. On est très content de repartir nous aussi et on est très content aujourd'hui de te recevoir pour un sujet que je trouve super intéressant. En fait, on va se plonger via des textes administratifs, un texte administratif en particulier, dans le Sévi almoravide. Et on va... Fin 11e, voilà, fin 11e siècle, en 1090, 1090, à partir le... Séville devient almoravide, en gros, après la bataille de Slaqa, c'est ça? Toute l'Andalousie, oui. Oui, Séville étant, je parle. Séville jusqu'au Portugal. Et là, on a un texte avec nous aujourd'hui qui est super intéressant, vu que c'est un texte on peut dire de gouvernance, qui régit l'espace public dans la ville. Tout à fait. Et donc c'est un texte qui est très souvent évoqué par les historiens. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur ce texte. Tu peux nous dire comment s'appelle ce texte et de quoi il parle? Surtout pour l'époque almoravide, on a très peu de textes. Malheureusement, ils ont disparu, y compris les chroniques. Les chroniques qu'on a aujourd'hui sous la main, c'est surtout à partir de l'époque des Almohades. Mais sur l'époque almoravide, apparemment, on dirait que les Almohades ont essayé de faire disparaître tout de cette époque. Mais de manuscrit en manuscrit, de reproduction, de textes, au XXe siècle, des chercheurs, comme les Français, les Espagnols à la période coloniale, des Britanniques, des Hollandais, ont commencé à s'intéresser à nos histoires pour nous gouverner, pour nous dominer. Ils ont créé cette spécialité qu'on appelle l'orientalisme et qui est consacrée à ce qu'ils appellent les manuscrits arabes. Si vous faites les manuscrits en arabe, et un érudit de l'époque coloniale, Lévi Provençal, à partir de 1930 à peu près, il tombe sur des textes qu'il a appelés des manuels de Hisba. Hisba al-Muhtasib, c'est-à-dire une sorte de prévôt de marchand. La personne responsable de l'espace public, surtout des marchés et surtout des corps des métiers. D'organisation des commerces, en fait. D'organisation de tous les métiers, l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'artisanat, le commerce et les différents types de problèmes de trafic auxquels ce muhtasib ou ce prévôt des marchands doit faire attention pour une bonne gestion, une bonne... C'est à la fois de la fiscalité, il y a de tout. C'est de la protection du consommateur. Il y a de tout dedans. Alors, je voudrais quand même d'abord préciser que j'ai entre les mains à peu près 4 textes. Premier publié en 1931 par Lévi Provençal avec Colin, ils étaient 2. Ils ont appelé ça un manuel hispanique de Hisba. Il date de 1931 de quelqu'un qui s'appelle Abu Abdullah Mohammed ibn Abi Mohammed Saqati. Il date de l'époque almoravide, probablement également d'après les indicateurs, parce qu'il a été réédité par la faculté des lettres avec les soins de M. Hassan Hafidi Alaoui plus tard. Donc là, on est on est vers 1100, quoi, juste pour avoir des repères. Voilà, fin 11e, début, entre 1090, 91 exactement, je crois, le début du pouvoir effectif des Almoravides sur l'Andalousie, jusqu'à à peu près 1145, l'arrivée des Almohades qui vont reprendre le pouvoir. Donc ce premier texte date de 1931. Tout de suite après, il publie un deuxième texte, c'est celui qui m'intéresse en tout cas, sur la ville de Séville. Il a été publié en 1934 dans une revue qui s'appelle le Journal Asiatique et qui porte sur intitulé comme ça, Document sur la vie urbaine et les corps des métiers à Séville au début du XIIe siècle, le traité de Ibn Abdoun. Il est publié avec une introduction et un glossaire. Ensuite, en 1955, Lévi Provençal toujours rapplique avec 3 textes sur la Hisba. Il republie celui de Ibn Abdoun de Séville. Ensuite, il a trouvé un deuxième texte, Risalat Ahmed ibn Abdullah ibn Abdurraouf fi Adab al-Hisba wal Muhtasib, mais il n'a pas réussi à trouver trace. Ni à le dater, ni à trouver trace. Moi, je présume, d'après mes lectures, je présume un peu la période al-Muhad. Et ensuite, le dernier texte, le troisième, c'est quelqu'un qui s'appelle Omar ben Athman ben Abbas al-Garsifi.
Allah. de Gersif. Peut-être il est de Gersif, de Zakaria Boualam. Mais Gersifi... Non, parenthèse, est-ce que Gersif existait à l'époque almohade? T'en sais rien. Aucune idée, mais normalement, à Gersif, c'est ce qu'on traduit par Zakaria Boualam, il a des ancêtres, mais je ne sais pas s'il remonte à cette période. Le Gersifi renvoie quelqu'un qui est de Agersif, et Agersif est traduite aujourd'hui par Bilouidan, et il y en a plein au Maroc. Il n'y a pas que Gersif sur la route d'Oujda, mais il y a comme plein les Moselle, Agadir, c'est des villes un peu... C'est des villes un peu partout. Alors celui-là, je soupçonne qu'il soit de la période mérinide, mais comme ce n'est pas ma période, ce n'est pas ma spécialité, et l'apparition un petit peu de quelques noms dans l'histoire comme ça, des marges, pourrait indiquer que, mais en tout cas, il les a retrouvés au Maroc, les textes, il a trouvé 2 copies. Donc on a finalement 4 hisba, c'est ça? 4 voilà. Textes de hisba. 4 textes qui régissent les usages. Le domaine de la hisba, en tout cas de la gouvernance. J'appelle ça de la gouvernance parce que... 2 almoravides, un almohade et un potentiellement mérinide, c'est ça? Ouais, absolument. Voilà. Alors déjà, je précisais aux gens qui nous écoutent, qu'on remercie d'ailleurs de nous écouter, que c'est fascinant. Ça a l'air comme ça un peu austère d'aller chercher des textes légaux, mais en fait, ça change complètement. Enfin, pour moi, ça change complètement la vision qu'on a de cette période-là. Vu qu'on se rend compte des préoccupations du législateur, on se rend compte de ce contre quoi il lutte, et on se rend compte du quotidien, et on réévalue complètement l'organisation. C'est des documents sur le quotidien, sur la vie sociale et économique. Et c'est très rare, parce que on a en général beaucoup de documents sur les élites, sur le pouvoir, sur les sultans, sur les batailles, etc. Mais après, comment le Gzer essayait d'arnaquer ses clients, je trouve ça savoureux, intéressant et très positif à écouter. Rien de nouveau sous le soleil. Dernière remarque, ces 3 textes publiés par Provençal en 1955, attention, ils sont publiés par l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Donc là, ça y est, on ne publie plus au Maroc, on ne publie pas en France. En 1955, l'Égypte... Pourquoi en Égypte? Pourquoi on se reconcentre sur l'Égypte? Bien sûr, Nasser est arrivé au pouvoir et puis Nasser commence à avoir des accords avec Franco pour avoir des textes d'Andalousie qui ont été publiés par les Égyptiens et annotés par les Égyptiens. C'est une histoire de politique un petit peu... il y a l'histoire et là, ce que tu es en train de dire... Et la suite de l'histoire. C'est l'histoire de... Non, ça c'est l'histoire de l'histoire. Oui, il en fait partie parce que on a un compte rendu sur ça de Georges Marcy qui fait une note de lecture pour nous donner une sorte de perspective intellectuelle des orientalistes et comment ils voyaient ce qu'ils appelaient l'histoire du Maghreb vis-à-vis de l'Espagne et cet imaginaire entre l'Espagne et le Maghreb et comment l'Andalousie devient un petit peu le chic pour les orientalistes et les barbares du Maghreb ne sont que des, comment dirais-je, presque des loupards. Bon, mais après, peu 5 minutes importe. après le début de la nouvelle saison, la première. Non, c'est Georges Marcy qui l'écrit lui-même. Qui est Georges Marcy? Ouais, un autre orientaliste. Rien à voir avec Georges Marchais. Non, Georges Marcy, il a un frère William Marcy, les 2 patrons. Donc, oublions ce Georges Marcy, s'il te plaît, et revenons à ces textes. Tu veux nous, je crois, zoomer sur celui de Ben Abdoun, c'est bien ça? C'est ça. Alors lui, c'est Séville. Ouais. Donc, il a vécu la période de Ben Abbad, peut-être même Abbad, son père, il l'évoque. Mais juste, il donne un indicateur sacré au moment personnage, ce Abbad, hein. Abbad avec son fils Ben Abbad, etc. Tu sais qu'il avait ébouillanté ses rivaux dans un hammam, Abbad? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, il est vénéré par les Espagnols, une partie de... Je parle du père, hein. Oui, Abbad, c'est son fils. Le fils, après, vénéré par les Espagnols aujourd'hui. Une plaque aujourd'hui, si vous promenez à Séville, sur Mouatsami ibn Abbad, donc le fils de celui qui a ébouillanté ses rivaux, où il parle de le roi triste qui décède à Hermet en exil, quoi. Oui, mais Ben Abbad est devenu même un marabout au Maroc, marabout qui a été construit en 1967. Alors, reviens-nous sur le Gzer de Séville, s'il te plaît. Non, d'abord, le Gzer. Il n'y a pas que le Gzer, je vais donner un aperçu un petit peu sur les différents sujets, les différents chapitres abordés par ce Abdel Tijibi de Séville à l'époque des Almoravides. Il n'y a plus de Mouatsami, là, il est en exil. Non, ça y est, il est Hermet. Il est Hermet. Et alors, il commence par Bab al-Hart, il commence par l'économie. Il fait une introduction pour montrer pourquoi il faut faire cela, pour rapporter, pour que les choses ne se perdent pas. Et donc, il parle de Bab al-Hart, al-Kharras. Alors, al-Khars, le terme a existé jusqu'à le XXe siècle. C'est un peu une sorte de chargé d'une catégorie d'impôts, surtout agricoles. Ensuite, il y a le Qabbad. Le Qabbad, à peu près, c'est le Qabbad 5, comme on appelle ça aujourd'hui. Ensuite, il parle de Qadi. Alors, le Qadi, on a l'habitude de traduire par juge, mais au fait, c'est un personnage qui ne juge pas vraiment. C'est
une personne, bien sûr, de formation religieuse, mais à grande morale, parce que on va voir combien de personnages ils sont sous son autorité. Et il a le qadi, il a l'a'wan. L'a'wan, des gens qui l'aident à exécuter ou à faire... C'est la structure physique, c'est l'organigramme. Du pouvoir. C'est l'organigramme du pouvoir. Ensuite, il parle de Beit al-Mal. Alors même il distingue Beit al-Mal al-Muslimin et Beit al-Mal tout court. Alors Beit al-Mal al-Muslimin, c'est l'hubus, l'ahbas, tout ce qui relève de l'argent des mosquées, etc. Mais qu'on peut même utiliser pour se défendre, pour armer les frontières ou même pour restaurer les ponts, etc. Je veux dire, c'est pas que... Et puis Beit al-Mal, là où les fonctionnaires touchent leur salaire, etc. Donc après, il parle de quelqu'un qui s'appelle le Hakim. Alors le Hakim, c'est lui qui juge, c'est lui qui tranche les litiges entre les gens et il peut consulter le qadi d'après Ibn Abdoun, il peut le consulter, mais c'est lui qui hakm, c'est pour ça que j'ai du mal à traduire le mot qadi par le mot juge dans l'histoire. Le hakim, il a dit a'wan, donc des jraï ou des agents qui l'aident à exécuter et puis il parle de l'wata'iq tawtaqt, c'est-à-dire les adultes. Les notaires, comment ça doit marcher, c'est toute la structure administrative. Absolument. Et puis il parle de Wazir Sultan. Alors Wazir Sultan, un peu, c'est le grand vizir, hein, et qui doit être en contact avec le qadi, que le qadi doit contacter régulièrement, qu'il doit consulter et qu'il doit même influer d'après Ibn Abdoun. Et puis là, il donne même une astuce. Il dit le qadi ويجب على طريق السياسة ماشي السياسة لا السياسة أن يتمارض القاضي. Donc le qadi de temps en temps doit faire semblant d'être malade pour recevoir la visite du vizir chez lui ou même du sultan lui-même, pour que le sultan lui donne de la valeur et lui donne de l'aura. Si le sultan ou le grand vizir vient rendre visite au qadi chez lui, ça lui donne plus de... Alors, le sultan, c'est bon, déjà le sultan, c'est un mot anachronique vu qu'il n'y a pas de sultan à l'époque. Amir al-Muslimin, comme on appelait à l'époque, c'est qui à l'époque? Youssef Ben Tashfin. En tout cas, ici, il parle d'une manière générale. ويجب على طريق السياسة أن يتمارض القاضي ويعتذر ويكلف الوزير الأخذ من السلطان في عيادته ليرى الجمهور ذلك. Donc lui, il veut qu'on lui rende visite quelqu'un du pouvoir, que ce soit le vizir ou le pour affirmer son autorité. Pour montrer son autorité, il dit أن يتمارض, il fait semblant d'être malade على طريق السياسة سايس ماشي السياسة comme on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est deux termes différents. D'ailleurs, entre parenthèses, on a un texte de Mansour Saadi sur سياسة سايس سياسة ماشي السياسة البوليتيك ديال دابا. Non, mais c'est des mots qui sont pas loin. Qu'est-ce que tu appelles سياس? سايس معاه. Ben c'est la même chose. Non. Si. Non. Bah, explique-moi alors. Il y a السياسة بالشدة والسياسة. Oui, mais c'est quoi la différence? السياسة كيف كنعرفوها دابا. Là, je parle du sens. On traduit par le mot politique. سايس, c'est arrangé. Oui, ben c'est la même chose. C'est ce que je dis, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Mais quand les anciens disent si, ça veut dire négocie. Négocie, ça. C'est pas loin de la politique si. Là, la politique aujourd'hui, il est comme chez nous. Enfin, c'est même rapporté par Waterbury. Le politique, c'est Tralouet chouïa. Donc je sais pas. Il y a quelque chose dedans, mais en tout cas, il y a un texte super intéressant de Mansour qui a été étudié par Abdelrahman Al-Mouddin. Donc je continue sur les fonctions dont parle Ibn Abdoun. Fasl fi Sahib al-Madina. Sahib al-Madina, c'est le préfet de police. Sahib al-Mawarit, Boumouert, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui s'occupe de l'ouirt des mineurs en cas de décès des parents, etc. et que les mineurs sont... Il gère l'héritage. Il gère l'héritage des mineurs. والقاضي والحاكم والمحتسب. Donc فصل في صاحب المدينة وصاحب المواريث والقاضي والحاكم والمحتسب. Regardez, on a 4 fonctions. صاحب المدينة, on dit préfet de police, قاضي, que je traduis pas juge, une sorte de magistrat suprême de la ville, الحاكم qui tranche les litiges, المحتسب, le prévôt des marchands qui s'occupent des marchés et des métiers. Donc c'est une administration assez complexe. Oui, c'est bien pas, sûr. Voilà, on a distingué l'état traditionnel de l'état moderne par l'invention de la bureaucratie aujourd'hui, d'après les théories de Max Weber, fin 19e siècle, je veux dire, pour distinguer un état. Mais à un moment donné, en tout cas, on a une sorte de structure hiérarchique qui structure l'état dans son fonctionnement territorial, que ce soit au niveau des villes, et là on parle du milieu urbain, parce que aussi à côté on a le milieu rural et qu'il y a aussi ces institutions. La différence, c'est que dans la ville, les gens sont concentrés, il y a une muraille, et il y a une population qui vit dans un espace clos et fermé, si j'ose dire, et puis on a l'espace rural qui
qui est un espace ouvert avec des immenses territoires très beaux qui nécessitent également une organisation, une structuration, mais pas aussi dense que celle qu'on trouve en ville. Est-ce que moi je reste sur la structure? Il y a le préfet de police, comment tu l'appelais? Sahib al-Madina. Sahib al-Madina, il a des policiers, j'imagine. Oui, Awan Sahib al-Madina, c'est le chapitre suivant. Ensuite, il a al-Haras ou al-Urafa. Ils ont des uniformes. Aucune idée, ils ne le montrent pas, mais certainement ils doivent avoir des signes distinctifs, c'est clair. Au moins un bâton légal pour bastonner. Il y a un sabre. On a le haras ou l'urafa. Alors l'urafa, on a encore le terme l'arifa. On a le terme existe encore, même s'il n'est pas officiel, mais en tout cas, on a des domaines où ils existent encore. Alors on peut trouver aussi le mzouar, le mzouara, Naqib, Naqiba. Donc on a des terminologies comme ça qui continuent à survivre aujourd'hui. Sijn, on parlait une fois. Parlons de la prison. La prison, la prison, c'est une institution. Alors malheureusement, j'aurais du mal à trouver s'il y a des origines beaucoup plus anciennes, et certainement l'enfermement. Mais donc la prison de Séville, c'est quoi? Est-ce qu'on a une idée de sa taille Non, au début, il dit quand on arrête quelqu'un, il faut le mettre dans un fendaq. Et puis il faut que le haras yukashitun at-tiyab, on a encore le terme. Il se plaint des gardes qui arrêtent les gens et puis qui les dépouillent. Il se plaint de ça, donc il demande à Sahib al-Madina, le chef de la police, de faire attention à ses gardiens parce que D'accord, donc c'est la protection du prisonnier en fait. La protection du prisonnier. ولا يسجن إلا في فندق. ويكون تحت ضمان الساكنين فيه إلى الصباح. Après, on le transmet. C'est pas une prison, c'est un fondor. Là, fondor, juste en cas de l'arrestation. On ne le met pas directement. C'est après. C'est le hakim qui doit. Alors, il demande au muhtasib de jeter un coup d'œil 2 ou 3 fois par mois à la prison pour voir est-ce que tout va bien et est-ce que la sentence se passe bien pour la personne. Et puis, il parle de l'amnistie, les fêtes religieuses. Il faut faire des amnisties, pardonner aux gens et les faire sortir. C'est une tradition qu'on a encore, toujours. Et puis, il ne faut pas que les gens restent en prison très longtemps, parce que quand même, c'est pas une bonne chose. Là, ça veut dire que bon, les femmes, les hommes, et puis on a que les femmes commettent des délits. C'est ça qui est intéressant, de deviner un petit peu ce qui est derrière. S'il parle de quelque chose, qu'il s'agit d'un fait social, bien et donc sûr, il rapporte. Qui mérite là, donc un vieux bonhomme pour les. Alors là, d'ailleurs, on va voir, il a une dent contre les jeunes et surtout les célibataires, il les vomit, et surtout pas qu'il apparaisse devant lui, devant un désordre social. Pour lui, oui, ça revient toujours. Voilà, donc après. Non, moi, ce que je retiens, moi, ce qui me surprend, c'est, je fais une petite synthèse, c'est Mustafa. Premièrement, la densité de la hiérarchie, la structure hiérarchique, sa complexité, son un peu complet, et puis des choses comme par exemple venir se préoccuper du sort des prisonniers en 1100, c'est un peu loin de ce que j'imaginais. J'imagine une espèce de trou sombre où on oublie un peu donc il recommande quand même d'aller voir un peu les gens, comment ils se portent dans le cadre de leur incarcération. C'est bien ça. C'est bien. Là, le gardien n'a pas le droit de frapper. يريد بذلك التربع والإضرار ولا يمنع أحدا من زيارة مسجون. D'accord, des visites. Oui. D'accord. On va traduire quand même parce que donc il doit avoir droit aux visites et il doit être protégé des violences physiques aussi. Donc. Après, on arrive à la fonction de le muhtasib. Le muhtasib, c'est l'organisateur de. Le prévôt. Le prévôt. Mais c'est quoi le prévôt? Même en français, j'ai du mal avec. C'est un peu la mine, un peu de souk. Une sorte de la mine. On a trouvé encore la mine souk qui s'occupe de régler les litiges. Surtout les souks hebdomadaires, normalement, ça existe encore quelque part, la mine. Bhal Cheikh Souk, chargé de régler les litiges entre les gens qui font de commerce, etc., en cas de litige, en cas de problème, etc. Mais le muhtasib, il a beaucoup plus, parce que là, on est en ville, donc il y a un marché quotidien. Oui, c'est pas une fois, c'est pas souk. C'est pas souk hebdomadaire. Là aussi, il y a des boutiques, j'imagine, permanentes. Oui, on n'est pas dans du. Tout à fait. De l'amovible, quoi. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément un homme religieux, le muhtasib, il peut être un commun des mortels, mais il doit y avoir des critères. عفيفا خيرا ورعا عالما غنيا نبيلا عارفا بالأمور محنكا فطنا لا يميل ولا يرتشي فتسقط هيبته وكذا. Il doit avoir des critères que le qadi, c'est le qadi qui le désigne pour la justesse, l'honnêteté, والاحتساب أخو القضاء. C'est pratiquement comme la justice. Donc on va voir dans le détail les fonctions et le boulot de muhtasib. Ensuite, il parle de le masjid jama'. Alors le masjid jama' هو الجامع ديال الجمعة, donc le jama' الكبير.
خدمة الجامع كيفاش كذا دار الوضوء يجب أن يؤمر أحد النقافين. نقاف c'est à l'origine quelqu'un qui s'occupe de l'mida ou la dar l'wudu, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service de la mosquée, de la propreté. Et bon, par métaphore, c'est pas encore la mosquée de la Giralda, ça, puisqu'elle va arriver avec les Almohades. La Giralda plus tard, mais il y avait déjà une grande mosquée peut-être de l'époque de Bad ou bien avant. Voilà, donc après, il parle de Masajid, il parle donc le fiqh qui enseigne, c'est un terme qui est utilisé encore en Tunisie, le Meddeb. Le Meddeb, c'est l'enseignant, et c'est curieux parce qu'il donne des critères pour que c'est pas n'importe qui peut enseigner le Coran, comme on avait, et l'image qu'on en a sur les méthodes brutales un petit peu de certains, parce qu'il dit par exemple, فالتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودراية ولطف فإنها كرياضة المهر الصعب الذي يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس حتى يرتضي لطف وأكثر المؤدبين جهال بصناعة التعليم. Ils connaissent pas leur métier. لأن صناعة التعليم c'est la pédagogie en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de connaître le fond, il faut avoir la science de le transmettre. Et la méthode. Et l'autre, je cherche le mot de plus tard. لأن حفظ القرآن شيء والتعليم شيء آخر. Connaître le Coran par cœur, c'est une chose, mais enseigner, c'est autre chose. Or, nous, ce qu'on a trouvé dans notre imaginaire en général, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur peut le transmettre à des degrés différents, commencer par les enfants, etc. Mais les méthodes dont on parle en général de la manière générique, c'est qu'ils sont très sévères, le bâton très furieux, le bâton à portée de main. Non, ce que je retiens, c'est que, enfin, ça pourrait être écrit aujourd'hui, ça. Ce passage ça, sur la pédagogie. Oui. Après, c'est un texte de quelqu'un qui est conscient de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ça s'applique dans la réalité ou bien justement, est-ce qu'il écrit ça parce qu'il y a des dérives? Certainement, il a constaté. Certainement, il a constaté, donc il rapporte et il écrit à ceux qui vont lire, ceux qui vont prendre des fonctions plus tard, ceux qui vont avoir ce document entre les mains, de faire attention. Surtout, il s'adresse al Qadi, al Muhtasib et tous les agents du corps de l'État. Et il parle de cimetières. Il réserve un chapitre à cela parce que c'est une affaire qui doit être gérée. يجب أن لا يترك فيها أحدا من الباعة فإنهم يكشفون على النساء المحزونات. Donc il ne faut pas que ce soit un espace de commerce, il ne faut pas que le Uzzab, faut les chasser de là parce qu'ils risquent de séduire les veuves, etc., etc. Il faut interdire les gens qui racontent les diseurs de bonne aventure ou là les conteurs, etc., de s'y approcher. C'est-à-dire il raconte peut-être ici un système de fonctionnement à l'époque dans la ville de Séville, comment les cimetières sont des espaces aussi de vie au-delà des morts qui sont enterrés. Il évoque tout ce qui est autour, c'est-à-dire le commerce, les visites, etc. Dhikr al-Murabitin. Alors il consacre un petit chapitre aux Almoravides. Il en parle et il s'arrête. يجب أن لا يلتم إلا صنهاجي أو لمتوني أو لمطي. Alors ça, on va expliquer ça parce que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. C'est le fameux voile almoravide, donc qui couvrait qui ressemble au Sahraoui al-Yom, en fait, c'est-à-dire le voile saharien. Le voile saharien qui est authentique, qui est historique, qui est très ancien, au moins à cette époque quand les Almoravides en tout cas les Sanhaj sont arrivés du Sahara, ils portaient déjà le voile masculin, pas féminin. Le voile masculin à qui on va réserver l'exclusivité du port. C'est ce qui est écrit. Donc, il faudrait pas que des noms almoravides, des noms snahaja, des noms viennent. Et pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi? Parce que c'est un statut, parce que là, on peut comprendre que les almoravides sont une sorte de caste supérieure auquel les communs des mortels doivent respect dans l'espace public. Une sorte de salut, comme on saluait les militaires à l'époque. Et toi, citoyen ordinaire, le maître viendrait à te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas, en fait. Absolument. Alors, est-ce que ce statut, alors je viens à poser la question, donc c'est les maîtres de la ville, c'est ça, les Almoravides? C'est ça, les maîtres de la ville, les maîtres de toute l'Andalousie. C'est-à-dire après la fin de l'Asraïs de la Taïfas, les rois de la Taïfa, les rois clés comme on dit, les 10, je crois, ou 12, il y a un qui a été tué sur place et les autres ont été exilés au Maroc, dont Ibn Abbad, Zir ibn Atiyah et d'autres. Alors, on va juste rappeler ça parce que c'est dans un très beau... il y a beaucoup d'épisodes qui sont consacrés à cette période. C'est la période où l'armée almoravide traverse le détroit à la demande de ces fameux roatelets pour le défendre contre l'agression d'Alphonse, c'est bien ça.
et ensuite obtenir la Ftoua de Ghazali pour prendre l'Andalousie sous la domination directe Ghazali, almoravide. Tartosi, je crois, il avait demandé 2 avis. C'est Youssef Moussachfine, ouais. Absolument. Et on est passé là d'une Andalousie musulmane à une Andalousie carrément maghrébine almoravide, c'est-à-dire qu'elle est rattachée politiquement, ce qu'il n'était pas avant cette... Non, on est passé de l'Andalousie des Taïfas, c'est-à-dire des 12 petits pouvoirs, à une Andalousie qui fait partie de l'Empire almoravide. Voilà. قال لك سيدي يجب أن لا يمشي أحد في المدينة بسلاح فإن ذلك داعية إلى الفساد لا سيما البربر فإنهم قوم إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا. Non, je vais traduire ça. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Donc il est interdit de se promener armé, surtout les berbères, dont on sait qu'ils sont, quand ils s'énervent, ils tuent ou ils blessent. Ils blessent, voilà, exactement. عبيد المرابطين إذا إن تلتموا فتكونوا علامة يعرفون بها. Au fait, il y a beaucoup de gens peut-être qui a des imposteurs qui mettent le voile almoravide pour passer pour des almoravides et donc du coup Dikr el-Wadi. Le Wadi, c'est Wadi el-Kibir qui passe par la ville de Séville. Oui, qui est le cœur de la ville. Le cœur de la ville, il est navigable. Bien sûr. Alors là, Christophe Colomb a démarré par là-bas. Alors là, il est je nomme le Wadi, il y a un règlement. Bah, il y a des femmes qui font il y a des femmes qui font le linge. Bien sûr. Il faut pas laisser les célibataires traîner dans le coin. Il y a des barcassiers qui font traverser. Mais c'est quoi cette histoire de célibataire? C'est-à-dire le Uzzab, il dit le Uzzab, les jeunes gens non mariés. Et les jeunes en général. Tout le monde est non marié avant d'être marié, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir créer des espaces de rencontre. Oui, mais bon, sans Internet. Il a une dent, ça revient souvent dans sa bouche, il a dû avoir dans sa plume, certainement, qui tourne autour de sa femme. Et puis le trafic de vin entre les rives, entre les chrétiens, parce que d'ailleurs, on apprend dans le texte que dans la ville de Séville, les musulmans, les chrétiens et les juifs habitent ensemble. Les 3 religions existent dans la ville. Et donc, des fois, bien sûr, il parle de trafic du vin entre musulmans et chrétiens. Et donc, du coup, bien sûr, il demande au muhtasib de faire très attention et d'être sévère et sévère. Et donc, il s'arrête bien sur le fonctionnement, tout le système de fonctionnement, parce qu'aussi, il y a des balades à dos de barque, bien sûr, sur la rivière. Et donc, il demande quand même de bien vérifier s'il s'agit de gens mariés ou pas. Je crois que là, ici, avec les Almoravides, parce que, au fait, ils reflètent un fonctionnement qui existait auparavant. L'époque de Ben Abbad, de Abbad, etc. Et il veut montrer que ces Almoravides qui viennent et qui se tiennent avec une sorte de moralité religieuse assez stricte, on dirait qu'il voudrait montrer que aussi les Andalous tiennent beaucoup à cette religiosité, cette moralité stricte. Mais ça, c'est classique, puisque la société, elle est là, et avec ses contradictions, ses problèmes, ses faiblesses, ses forces. Et donc, du coup, quelle que soit la nature du système politique, c'est pas parce que l'Arabie Saoudite ou l'Iran se déclare un pays, comment dirais-je, religieux autoritaire, qu'il n'y a ni relation extra-conjugale ou consommation d'alcool, etc. En Iran, Non, qui se déclare religieux autoritaire. Oui, non, bien sûr, mais si tu lis notre code pénal aujourd'hui, tu vas trouver un nombre d'interdits qui ne sont pas forcément ni applicables ni appliqués dans la réalité du fonctionnement quotidien. Eh bien, c'est toute la problématique entre la société et le droit. Sur la barque, il faut des couples mariés, c'est bien ça. Il insiste beaucoup sur ça. Le sqaïn, القرابة اللي كيديو المال ديك الابواب les portes de la ville. فصل في المباني واصلاح الطرق والسروب السرب les égouts السرب. On utilise encore ce terme. Donc il parle de quoi au niveau des égouts? فصل في المباني les constructions, réparation des routes, السروب les égouts, السرب. On le dit encore, on déjà. والمزابل وإماطة ما فيه ضرر من المسلمين. يجب أن لا يصنع الأجر ولا القرمود ولا الطوب بقالب بال قد نجر ونقص في وفره شيء. On ne peut pas fabriquer les قرمود, les tuiles. قال لك يجب أن لا يصنع من القالب. Donc إلا كان القالب قديم نجار وقديم يكون اللي فيه الترافيك. C'est la qualité. Ouais, du moule, la qualité du moule. Non, mais ma question c'est pas ça. Sur les ordures, parce que tu passais un peu vite sur les. Ça c'est un chapitre sur les constructions, la réparation des routes. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y avait un système de ramassage d'ordures? Oui. Tout est précisé, etc. النشارين اللي كينشروا بالمنشار, الشواري.
يجب أن يزيد في شواري من التراب قليلا. Le mot shwari qu'on utilise encore aujourd'hui pour transporter de la matière sur la malle latérale. Les dos de bête. المزابل. أما المزابل فيجب أن لا يطرح شيء من الزبل داخل المدينة ولا تنقية الكنوف وإلا خارج الأبواب في الفدادين والجنات الجنان. Donc il y a un système d'organisation bien sûr sur la collecte des ordures et puis leur mais là, il parle aux rejet. habitants, là, il parle pas aux... Là, il parle aux responsables. D'accord. Il parle aux responsables qui doivent faire leur métier parce qu'il y a des gens qui font ce travail. Et il parle ici de contrôle, de vérification, de respect des procédures, de respect du fonctionnement, etc., etc. Ici, il parle, c'est pour ça que je parle d'un traité de gouvernance parce qu'il dit yajibu, yajibu, yajibu. Il utilise beaucoup ce terme, yajibu, yajibu. Il faut que. Donc, comme s'il rappelle chaque responsable à l'ordre et ses fonctions. Et en fait, c'est une sorte de manuel. Ouais, de méga manuel de gouvernance. Absolument. Charge aux noms dont on a cité les noms d'aller les appliquer dans leur domaine respectif, quoi. Il leur donne des directives, quoi. Oui, c'est quelque chose. Les vendeurs de charbon, les vendeurs de bois de chauffe, de bois de cuisine. Ensuite, il arrive à un moment très important, l'akiyal ou al-mawazin, la pesée, poids et mesure. Et pour les historiens du Moyen-Âge, de notre Moyen-Âge, c'est un élément fondamental. Parce que quand ils sont perdus dans les valeurs de chaque truc, le kilo, c'est-à-dire par rapport à on trouve dans les textes anciens, par exemple, une amende, un truc, etc. Et on ne connaît pas exactement le sens de la valeur. Et il est considéré, Ibn Abdoun, comme une référence extraordinaire à laquelle il faut revenir pour bien préciser les choses. Alors, elle parle de l'akiyal dial ta'am, comment on se vend la nourriture. Mais est-ce qu'il demande à ce qu'on contrôle le poids des commerçants? Absolument. Il dit même ils doivent avoir un cachet, comme quoi le vérificateur est passé et que tout cela doit être vérifié au moins une fois par an. Comment mettre la balance? Même la position de la balance et le trafic qui est derrière. La taille de la balance des deux balances pour que ce soit exact. L'aiguille de la balance. Pour lui, il est interdit que le commerçant tienne la balance avec ses mains. Alors, on en trouve des fois les anciennes balances avant les balances électroniques. Le gars, il prend comme ça la balance à la main et puis il pèse. Pour lui, il est interdit. Il faut absolument d'aksari, le support. Et puis, au passage, il parle de différents types de métiers et le différent type de pesée. Par exemple, le khshab ou l'ahjar, c'est un système de pesée qui ne dépend pas de la balance, mais c'est en fagot. Donc, il parle également des normes. C'est des unités de mesure. Des unités de mesure, absolument. Il parle de l'farran. Alors, on a le système de l'farran qui est ancien. Au moins, on a connu ça parce qu'ici, on a la ville de Séville comme un exemple de toutes les villes qu'on avait à l'époque almoravide, c'est-à-dire depuis, Valencia, la plus au nord, jusqu'à Dagost, la plus au sud, voire Gao, qui se trouve aujourd'hui au Mali, qui était la première possession des Almoravides avant qu'ils remontent vers le nord. Nous sommes dans un système qui ne décrit le système de fonctionnement des villes ou de l'espace urbain dans l'ensemble de l'Empire, parce qu'il s'agit en général de métiers de la ville, c'est l'industrie, c'est le service, c'est la nourriture. Pourquoi la nourriture se vend en ville? Parce qu'il y a énormément d'étrangers qui y viennent. Ce ne sont pas les locaux qui mangent. C'était chemin jusqu'à une date récente que quelqu'un habite quelque part et qu'il mange dehors. C'est hors sujet. Tu veux dire qu'il mange dans les restaurants? Oui, ou s'approvisionner en restaurant, c'est jusqu'aux années 60-70 au Maroc, c'est chouma. Tu habites Casa et tu vas manger au snack à côté, c'est chouma. Ça veut dire que tu n'as pas de maison. C'est l'échec. C'est un échec. Non, c'est destiné aux visiteurs parce que la ville, justement, est un espace d'échange où il y a énormément de gens. Ces villes. Oui. Il parle des gens qui vendent de la nourriture, le lait, les poissons, cuits, pas cuits. Il s'arrête. Le khoss, il parle de l'khoss, il parle de khizo, il parle de ذكر الخضر مثل الخس والسريس والجزر وغير ذلك. لا يجب أن تغسل في البرك ولا في الصهاريج الأجنة فإنه لا تؤمن نجاستها إلا في الوادي فإنه أنقى وأطهر. Interdit de laver les légumes après récolte dans des bassins ou dans des petits étangs. Mais il faut les laver. في الواد. Au moins, c'est sûr que c'est propre. Donc, البائع البيض بائع الترفاس لا يباع الترفاس حول الجامع فإنه فاكهة الخلاع aphrodisiaque. Donc c'est un aphrodisiaque. Ouais, les trefas, on en a encore au Maroc, on en produit. Hein. D'accord, donc c'est un quoi? C'est une racine? Je sais pas ce que c'est. Comme des patates qui poussent sur terre. C'est un tubercule. C'est un tubercule, exactement, c'est le mot. Les truffes noires, les truffes blanches.
Mais très... وهذا نفسه يتباع حدا الجامع. حدا الجامع. Parce qu'il est aphrodisiaque. Il est aphrodisiaque, donc il ne faut pas crier le... بائع البيض يجب أن تكون بين أيديهم مجاب جبانية مملوءة بالماء ليقاس فيها البيض الفاسد. Tu connais la... Ah oui, parce que l'œuf pourri coule, il flotte, il remonte. D'accord. D'accord, donc on doit... Là, ça c'est précis quand même. Hein. Le vendeur des œufs. Le vendeur d'œufs doit avoir un bol, quoi. C'est la technique qu'on a encore aujourd'hui. لا يصنع المركاس ولا الأسفدة السفود إلا من لحم طري ولا يصنع من لحم المركاز c'est la merguez, quoi. المركاز il est là, il merkes, il est mélangé, mixé. Voilà, c'est le mot est authentique, ancien, attesté, et qui existe encore. يجب أن لا يباع العنب الكثير ممن يعرف أنه يعصره للخمر وهذا موضع نظر. Oui, d'accord. ما عندكش الحق تشري بزاف ديال كذا. Tu vas en faire du vin. Mais وفيه نظر. Bon, il est quand même il met de l'eau dans son vin, si j'ose dire, dans son verre. Justement pas. Oui, bon, toi tu es vendeur, quelqu'un qui vient t'acheter tout ce que tu as d'un coup, tu veux pas t'emmerder à passer toute la journée à vendre au détail. Bien sûr. Mais bon, lui il dit il faut pas. لا يمشي الرجال والنساء في أيام العيد على طريق واحد عند جواز النهر. Apparemment, à Nahri, il se passait des choses qui le dérangeaient beaucoup. Hein. Ce soit sur les barques, quand il fait chaud, sur les rebords du... Quand il fait chaud, on sort prendre l'air. Et puis prendre l'air, c'est l'espace public. يجب أن تكون سهاريج الحمامات سهاريج تشاريج c'est un terme persan d'ailleurs qui a immigré et qu'on utilise encore. يجب أن تكون سهاريج الحمامات مغطاة فإن كانت مكشوفة لم تؤمن نجاستها فهو موضع طهارة. ويجب أن لا يمشي الطياب ولا الحكاك ولا الحجام في الحمام إلا بالتبان وسراويل. Donc on a الطياب والحكاك اللي كيحكوا الحجام on dirait qu'ils sont fixes في الحمام. Ils travaillent en permanence pour justement aider les gens à se baigner et donc apparemment ils ont l'habitude de se balader nus et donc ils leur donnent quand même de mettre un caleçon ou un سروال. Tu vois le mot تبان ou سروال. Bon, apparemment, il y avait des habitudes. يجب أن لا يحك مسلمون اليهودي ولا النصراني ولا يرمز بله ولا ينقي كيف. Un musulman ne doit pas frotter un juif ou un chrétien. Où il ne s'occupe. C'est-à-dire, un musulman ne doit pas être serviteur d'un juif ou d'un chrétien pour surtout montrer. En contact avec sa saleté, en fait. On est dans un système de caste. On a les Almoravides, ensuite le reste des musulmans, et ensuite les Ahlud Dimma, comme on dit, les autres confessions, qui vivent tranquillement, malgré tout ce qu'on nous raconte, etc., qui vivent tranquillement, sauf que, bon, pour lui, et apparemment, on a des relations entre les deux, et donc, même, on s'en fout, t'as besoin de quelqu'un pour te gratter, mais bon, notre Ben Abdoun n'est pas... Oui, mais là, on est typiquement, excusez-moi, on est typiquement dans le genre de... On en a encore aujourd'hui des lois ou des principes invérifiables. C'est-à-dire, si tu es une saksel في الحمام وجاك واحد قال لك حك لي ظهري, tu vas pas lui demander يسلم ولا يشهد. Tu vas faire ton boulot. C'est un métier, non, mais tu vois ce que je veux dire. Justement, le Ben Abdoun montre une sorte, comment dirais-je, une sorte d'orthodoxie ou de pureté ou là, etc. Je veux dire, il est dans une situation, à mon avis, de justification de montrer aux Almoravides, parce que certainement, il sait que le grand vizir ou l'Al-Wali, Raïs ou l'Al-Wali, etc., qu'on ne font pas n'importe quoi, et que s'il y a des choses dans l'espace public, c'est pas notre norme. Voilà. Puisque la norme, c'est moi, et voilà, absolument. عندنا واحد الترم ما قصرش معاه. القصارون c'est des gens qui s'occupent des vêtements, ils les lavent et puis كيديروا لهم الحديده le fer à repasser. Il y a du fer à repasser là. ويجب أن لا يقصر الثياب بالمرازب وينهى القصارون عن ذلك فإن ذلك يضر بالثياب. عندنا في الفيرب ما قصرش معاه. Oui, bien sûr. Donc, il s'intéresse à la... Tous les métiers, c'est un métier comme d'autres, et donc il y a des gens qui s'occupent d'arranger, et puis la djellaba, le bernous, etc. Il faut que ça soit des arts, des termes qu'on trouve, il faut que ça soit nickel. Et surtout par rapport à la hiérarchie sociale, plus vos habits sont nickel, mieux c'est pour vous, pour montrer votre statut social. Le badoun, c'est un terme qui existe encore aujourd'hui au Maroc, le bed. يجب أن ينهى نساء دور الخارج عن كشف رؤوسهن خارج الفندق والتحلي للنساء بزينتهن وينهين عن السر بينهن والفرح ولو أدنن على ذلك même s'ils ont la permis. ويجب أن ينهى الراقصات أن يكشفن رؤوسهن.
D'accord. Donc là Les femmes doivent se couvrir. Se couvrir. Voilà. Et les danseuses, Même ils doivent se couvrir aussi. ben, elles existent. Hein. Ah, bien sûr. Tiens, un truc que les Almohades vont faire au début, tiens. Ici, ils demandent à ce que les juifs soient habillés différemment. Les juifs et les chrétiens doivent habiller différemment des musulmans. ويجب أن تكون لهم علامة يعرفون بها على سبيل الخزي لهم. C'est-à-dire, à cette époque, musulmans, juifs, chrétiens, on ne distingue pas dans l'espace public par l'habit. Lui, il demande. Alors, c'est ce que vont faire les Almohades au début de leur arrivée au pouvoir. Un habit noir, non? Oui, je crois que c'est là qu'on commence je pense. des babouches noires, paraît-il, des babouches noires, et une couleur particulière, je crois, de la djellaba ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais je crois que les babouches noires déjà, c'est sûr, mais jamais les babouches jaunes ou blanches. Donc lui, il est déjà dans cette logique et je crois que là, on peut sentir un petit peu un nouveau courant idéologique qui allait fermenter, qui va venir avec les Almohades et justement qui va exécuter énormément de choses au tout début, hein, parce qu'après les Almohades, quand ils vont s'installer au pouvoir, bon bah, ils vont faire comme tout le monde. يجب أن يؤخذ سلاح الشبان عند إقبالهم عند العرس قبل أن يشربوا وإذا ظفر بالعربد كتف وأهبط إلى صاحب المدينة يؤدبه ويسجنه يجب إذا وقع في العرس عربد ألا يعرض أحد إلا الحاض واحد. Il faut pas abuser, c'est-à-dire العربدة l'ivresse. Donc, imagine, et là, il nous donne une description de quelque chose qui était pratiqué et il demande à ce qu'on en mette terme. Il ne faut pas que les jeunes soient armés quand ils vont au mariage. C'est comme à la mosquée. C'est le mariage, c'est une fête. Une fête. Ouais. قبل أن يشربوا وإذا ظفر بالعربد كتف. On a encore le terme. يجب أن يخرج الجند والأعوان في كل وقت للبحث عن العزاب فإنهم دعارى سراق حلالون لا سيما عند خلاء القرى في زمن الصيف فيجب أن يكون الحفظ والاحتراس بالجند في ذلك الوقت أكثر. Tu vois, il a une dent contre les jeunes, contre les célibataires incroyable. Bon, c'est l'âge aussi des 400 coups, donc c'est normal. Sauf que lui, il demande à ce qu'on soit sévère avec eux. يجب أن يقطع ببلاد الإسلام ضرب النواقيس وإنما تضرب في بلاد الكفر. ناقوس قال لك لا ديفاندي. Alors les cloches. Alors c'est qui avait des cloches à l'époque? C'est les gens qui avaient les bêtes de somme en ville qui déplaçaient, comme on en voit aujourd'hui encore à Fès. Pour Balak, ils avaient une naqous, peut-être pas encore le grab. Et là, pour lui, c'est haram, donc puisque le naqous est symbole de la chrétienté, il faut pas. C'est l'église. يجب أن يرد الهراسون إلى العادة القديمة أن تباع بالسمن والعسل ولا تكون الهريسة شديدة جدا فإنها تضر بالمعدة ولا سيما الزمنة. Donc الهريسة الهراس هرس المهراس. On a une logique sémantique qui est là. Qui est en train de contrôler le degré de piquant de... Tout. وأن تباع بالسمن والعسل. Alors peut-être l'harissa, ça ne renvoie pas forcément au sens qu'on en a aujourd'hui de la sauce piquante, mais tout ce qu'on écrase. Parce que le verbe harris veut dire écraser. قطع النزاهات للنساء والخلاع في الوادي واجب فإنهن متبرجات. Bon, un système d'écriture à l'époque, des fois il écrit, le papier est rare, il se rappelle de quelque chose, il le réécrit, donc il est revenu à l'ouad là pour... les femmes ne doivent pas faire une zaha, se balader, parce que c'est mauvais d'après lui. Comme ça doit être une mise à jour par rapport à quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie privée. يجب أن يحد لصناع الأقراق أن لا يجعلوا في قيعان الأقراق طينا فإن ذلك القراقيات ديك القرقبة ديال الخشب. ما عقلتيش على القرقبة ديال الخشب كيمشيو بها الناس للحمام. les sortes de trucs بحال les souliers لا يجعلوا في قيعان الأقراق القاع. قيعان شنو خايف لا يزلقوا ولا c'est quoi le truc? Il faut que les choses soient impeccables. Voilà un peu, enfin, il y a énormément de détails sur... On n'a pas parlé des bouchers, excuse-moi, je reviens avec... Il n'y a pas de boucher là-dedans? C'est... لا يباع الخبز بالزجاجون أصحاب لا يباع الشراز ولا يذبح في السوق إلا في القصاري قصر ويخرج الدماء وزبل الكروش الكرشة. Ouais, les abats, enfin les... خارج السوق ولا تذبح البهائم إلا بسكين طويل وكذلك سكاكين الذبح كلها. لا ينسل الحوت المالح ولا الطريب الماء. لا ينسل بتنسل ذاك تقشروا الحوت المالح ولا الطريب الماء فإنه يفسده. ما تغسلوش بالماء.
Donc on a passé en revue les différents aspects de l'organisation de la vie publique ou de l'organisation de la ville, du pouvoir. Chaque pouvoir. Voilà, on peut être surpris. En tout cas, moi, je suis surpris par le niveau de détail aussi, les préoccupations. Voilà, les préoccupations de ces gens-là, que ce soit à la fois une question d'hygiène, question de protection du consommateur, protection des mœurs, beaucoup de protection des mœurs, etc. C'est très surprenant. Ça nous permet de voir différemment ces gens qui vivaient il y a un millier d'années. Mais par contre, j'aimerais bien que tu nous précises un point pour terminer. C'est quoi la structure du pouvoir, en fait? En haut de toute cette structure, il y a qui, il y a quoi? On a comme on dit, il y a le sultan, le vizir, et il y a le qadi, sahib al-madina, le boumouer, le wuttaq, le kiwuttaqou, etc. Et le muhtasib. Il détaille quand même sur l'a'wan du qadi. Comme on a dit, le qadi, c'est une sorte de magistrat suprême de la ville, mais c'est pas forcément la personne qui juge au quotidien les affaires, les litiges entre les gens. C'est une sorte d'autorité morale et une sorte de préfet peut-être. Une sorte de wali, on peut dire ça aujourd'hui ou on a une fonction. Dans l'acceptance d'aujourd'hui, ça serait un gouverneur. On va voir, parce qu'il nous donne une précision sur A'wan al-Qadi, donc les auxiliaires du Qudāt. يجب للقاضي ألا يكون معه من الأعوان في مثل إشبيلية إلا 10. Donc le qadi doit avoir maximum 10. Donc apparemment, on a des awan qui dépassent ce chiffre. Et il précise, يكون منهم 4 سودان برابر. Des Almoravides? Non, des Noirs برابر. Soudan. Le mot Soudan, on a Soudan et Bédan. On a des Barabers qui ne sont pas Soudan, ils sont Bédan. C'est des Noirs, là, ils demandent... Soudan, des Noirs. Des Noirs, pourquoi? Parce que c'est Isnahaja, on les prend pour des Noirs en Andalousie, pour des Blancs à l'époque, des Vandales qui étaient Blancs. Donc pour eux, c'est des Noirs. Mais aussi, c'est normal, c'est parce que, on parle d'Isnahaja, mais au fait, les Soninké, ou là, les Peul, ou là, les Bambara, ou là, les Hausa, ou là, Al-Mallah, je connais jamais Al-Mallah. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour lui, quand il décrit des Soudan Barabera, c'est globalement des Almoravides. Exactement, parce qu'il précise dans la phrase suivante les huquq al-murabitin wa ghayrihim min al-multamin, c'est-à-dire une sorte de répondant qui représente les Almoravides. Et il en reste compte 6, quoi. Wal baqi Andalusia fahum awtaq wa akhwaf. Donc il prend témoin que les Andalousis sont 6 pour gérer les affaires des leurs. Ils ont plus d'autorité ou peut-être d'astuce pour faire respecter les lois. En tout cas, si son avis, il demande que 4-6, donc une majorité et une minorité par rapport à la composition de la population. Parce que n'oublions pas que ce qui sont les Andalous, c'est ceux qui étaient là avant les Almoravides. Mais qui étaient là avant? Il y avait les Visigoths, les Visigoths, comme on dit, il y a les Vandales, et il y a les populations qui vont partir avec les premières opérations militaires depuis Tariq ibn Ziyad, surtout ce qu'on appelle les Znata. D'ailleurs, c'est eux qui vont nous créer l'État Omeyyade de Gourdou, quand Abdelrahman Dakhil s'est échappé des Abbasides comme notre Driss premier, et bien c'est Znata, le Mansour ibn Abi Amir, qui est l'ossature de son État. Donc Znata, ils sont là, mais les Znata, ils habitent le nord de l'Afrique, ils sont plus blancs que noirs. Ici, il parle du Soudan al-Barabir, donc les berbères noirs ou les noirs berbères. D'ailleurs, ça alimente cette énigme pour certains, les noirs sont associés à l'esclavage dans l'histoire du Maroc, ce qui est archi faux, puisque cet élément-là nous indique quand même que les Noirs dans l'histoire du Maroc ne peuvent pas être associés automatiquement à l'histoire de l'esclavage. Ils peuvent être associés peut-être pas à la même période en tout cas. Là on parle peut-être pas de la période... Non, dans les études en général, quand on parle de l'esclavage, on va vers Mansour Saadi, surtout vers Moulay Ismaïl. Voilà, mais ça s'en après. Et on l'associe aux Noirs. Oui, mais il y a plusieurs siècles entre les deux. Là. Oui, mais il y a ceux qui croient que l'existence des Noirs en Afrique du Nord est associée à l'esclavage. C'est une période de l'esclavage. Non, mais il y a toujours eu des mouvements de population. Eh oui, avec les Almoravides, justement, quand ils arrivent de Gao et remontent. Eh ben, il y a les Soninké dans le coin, les Songhai, il y a les Peuls, les Halpola. On a un très bon podcast il y a les Hausa, qui s'appelle Vue du Sud, que je vous invite à écouter, avec ton ami Gaïdé, Abdelrahman Gaïdé, qui raconte sa Vue du Sud. ويجب ألا يسد باب القاضي ولا يحتشب ولا يحتجب ما يسدش على راسه ويحجب في الدار يبقى شد عليه لأنه لا يأتي إليه إلا كل مظلوم فإذا حجب أو احتجب هو عن المظلومين فمتى يظفر المظلوم يوما بحقه إذا كان بابك محجوبا وأنت مشغول. C'est le nouveau concept de l'autorité, version époque almoravide. Absolument. Voilà. Il ne faut pas que la porte soit des responsables soit fermée. Laisser le plaignant se plaindre. Merci beaucoup, Mustapha.
Merci, c'est un exercice assez... Non, mais ça remet en perspective beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on a entendues là qui relèvent, qui auraient pu être écrites aujourd'hui, plus ou moins. On est d'accord, hein? Oui, on totalement d'accord. D'ailleurs, c'est des documents qui doivent être de nouveau étudiés, réétudiés, parce qu'il y a de quoi faire des thèses pour les gens spécialistes du Moyen-Âge. Peut-être espérant que d'autres manuscrits, des copies du même manuscrit ou d'autres traités sont apparus dans d'autres depuis le temps pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur la vie sociale, économique, politique, la gouvernance, etc. Et puis surtout couper avec ces perspectives orientalistes, parce que ici ils voient les hispaniques, qu'on appelle aujourd'hui les andalous, en conflit avec les barbares, les grands barbares sahariens. C'est comme ça qu'ils les appellent. Et au fait, il n'en est rien. Nous sommes dans l'espace d'un État et qui gouverne par un système de gouvernance locale, peut-être une régionalisation avancée à une époque qu'on a du mal à cerner dans le détail, mais au fait qui est très explicite. C'est pour cela que peut-être on pourrait comprendre l'organisation, comment ces empires tenaient, au-delà de la violence, ils tenaient par la gouvernance. Merci beaucoup, Moustapha, c'était passionnant et reviens vite parce que là tu nous as donné de la matière à réfléchir, mais c'est pas fini. Restez connectés les amis, Radio Ma'arif est là pour vous. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.